Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. C'est un épisode très particulier parce que je suis dans un état d'esprit très particulier. Aujourd'hui, je sens que je suis dans un rêve, mais je suis éveillée. Je sens que je suis un carrefour des destins. Je sens que je suis à un croisement de ma vie et que j'ai des choix à faire, mais en même temps, je n'ai pas le contrôle absolu des choix que j'ai à faire. Donc, c'est juste une de ces journées. C'est la fin de l'été. On est à la fin du mois d'août. Et j'ai bougé un petit peu ce mois d'août. J'ai voyagé. C'est la première fois que j'ai une voiture dans ma vie. C'est ma première voiture. J'ai passé mon permis il y a peu de temps et j'en ai profité pour aller faire 2 festivals. Je suis allée au festival d'Aurillac, puis après j'ai été bénévole dans un autre festival. Et j'ai vraiment vécu ces premières aventures en voiture comme une véritable initiation. Et que vous le croyez ou pas, c'est aussi mes premiers festivals. J'ai jamais été en festival de ma vie, pour plein de raisons différentes, mais c'est simplement parfois des trajectoires de vie. Et si pour beaucoup de personnes, les festivals... Allô, tu m'entends ? Non mais c'est pas grave, je viens, juste laisse-moi le temps de m'habiller. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un petit peu la sensation que c'était pas le moment d'enregistrer ce podcast. N'empêche que j'ai des choses à dire. Je suis dans un moment où je suis dans un tunnel qui me mène quelque part, mais je vois pas encore la sortie. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais je vois pas encore quoi. Et je sens que cet été, il y a quelque chose qui a carburé, qui a charbonné, qui a brûlé, qui s'est consumé, et que maintenant je me retrouve dans un cimetière de cendres. Mais c'est de la bonne cendre, c'est de la bonne combustion. C'est juste que j'ai pas complètement compris qu'est-ce qui a combusté. J'ai vu sans voir et le destin a opéré derrière mon dos. Et il faut juste que j'arrive à me retourner pour voir l'avancée de l'ouvrage. Mais je vous reprends plus tard. J'allais manger un bout. Bon, comme vous avez pu le comprendre, nous avons été interrompus. J'ai donc repris le podcast le lendemain. Et en m'asseyant devant mon micro, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que j'ai eu un besoin irrépressible de faire un voyage au tambour. Et je vous ai donc embarqué avec moi, je vous ai guidé tout au long de mon voyage au tambour. C'était un voyage au tambour qui avait pour but d'atteindre un point de soi très profond. C'est donc, je ne sais pas trop comment l'appeler, moi j'appelle ça un voyage au tambour, une méditation guidée, mettez-y le mot que vous voulez. Ce qui est vrai, c'est que c'est un voyage au tambour qui m'a beaucoup rappelé des voyages que j'ai déjà pu effectuer avec d'autres personnes, notamment les voyages oniriques de Célia Artisawen, anciennement Célia magnétiseuse. Je vous laisse donc tous ces contacts, toutes ces informations dans la description de ce podcast, vu que c'est quand même d'elle que je me suis inspirée d'une certaine façon pour ce voyage, ou en tout cas ce sont ces voyages qui remontent en fait ici.
Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, franchement, je vous encourage à aller voir. C'est quelqu'un qui fait un travail magnifique avec des bijoux et qui propose en plus des voyages oniriques environ une fois par mois. Et c'est avec elle que j'ai fait mon stage onirique duquel j'ai tiré beaucoup de bénéfices et je vous en parlerai certainement dans un prochain podcast, même si j'ai déjà commencé à l'évoquer. Pour ceux et celles qui veulent passer cette partie du podcast parce que ça ne vous intéresse pas de faire le voyage au tambour, je mettrai en description le minutage pour que vous puissiez passer plus facilement cette partie du podcast. Pour ceux et celles qui au contraire veulent expérimenter et explorer le voyage, n'hésitez pas à vous asseoir, à vous allonger, à vous mettre dans un endroit calme et, euh, et à vous laisser partir, tout simplement. Bon, allons-y. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage au sein de nos profondeurs. On se donne rendez-vous tout au fond de soi, dans nos vies souterraines. Nous allons commencer par fermer nos yeux. Expirez. Expirez. Le but ici est de plonger en soi. Vous allez vous imaginer au bord d'un chemin dans la forêt. Vous pénétrez dans ce chemin guidé par des lucioles. Il y a des gens qui vont peut-être croiser votre chemin, des animaux cachés entre les arbres. Nul ne vous fait peur, car vous êtes le roi ou la reine de votre règne intérieur. Je suis reine ici, je suis roi ici et rien ne me fait peur. Tout ce qui est en vous et qui peut vous faire peur, tout ce qui est en vous et qui est monstrueux peut être transmuté, peut être transformé. Je suis la reine, je suis le roi dans mon territoire. Vous continuez à vous enfoncer dans la forêt. Le soleil se couche. Et petit à petit, la forêt s'assombrit. L'air est frais et léger. Vous vous sentez bien dans cette forêt. Vous vous sentez protégé dans cette forêt. Vous apercevez entre les arbres, dans les arbustes, des alliés qui marchent à vos côtés. Ils préparent la traversée vers vos entrailles. Au fond du chemin, un grand arbre se tient devant vous.
On se retrouve tous autour de cet arbre, en cercle. Au bord de cet arbre se trouvent des bassins d'eau. Chacun a un bassin d'eau qui lui correspond. Certains sont de simples vasques, d'autres des petits ruisseaux, d'autres des flaques gigantesques. Quel est votre bassin d'eau? Quelle forme prend-il? Une baignoire confortable ou un marécage? Peu importe, il est le portail vers le monde de l'intérieur. Allez flotter dans les eaux claires de votre bassin. Quand vous rentrez dedans, vous vous y sentez bien, vous flottez et vous commencez à voyager. En sécurité, de plus en plus profond, de plus en plus lourdement, vers le fond, vers le fond, vers le fond de votre océan. Océan intérieur. Retournez-vous, regardez le sable et creusez, et creusez. Au fond de l'océan, vous creusez. Dentro teu segredo, dentro teu mistério, atravessa o portal, atravessa o portal. En creusant, vous apercevez qu'en dessous de cette fine couche de terre, de sable, se trouve une porte. Vous ouvrez cette porte et vous la traversez. Vous êtes à présent de l'autre côté, dans votre monde intérieur. Que voyez-vous dans ce monde intérieur, dans les entrailles de votre chair? Sous toutes les profondeurs, qu'y a-t-il à découvrir? Qu'y a-t-il? Qui vous attend là? Qu'est-ce qui vous attend là? Suivez les fils, suivez les pistes, recevez le message.
passez la porte qui vous a conduit au monde intérieur. Vous plongez doucement au fond de l'océan. La porte se referme. Prenez soin de bien la réenterrer. Et doucement, vous vous laissez emporter, vous vous laissez flotter vers le haut et vous sentez doucement que vous devenez léger et vous remontez progressivement. Laissez l'eau nettoyer, laissez l'eau vous purifier, laissez l'eau avec elle tout emporter et vous réémergez. Vous réémergez dans le bassin où vous avez plongé. Votre joue, votre visage, vos yeux, vos bras, vos jambes reviennent à la surface. Près du grand arbre dans la forêt, vous revenez à la surface maintenant. Doucement, vous reprenez vos esprits, vous vous relevez. Vous allez voir le grand arbre et vous le remerciez car il est le protecteur de la traversée. Vous regardez autour de vous tous ceux qui sont venus ici participer à cette immersion. Vous trouvez un petit nuage de lucioles. C'est elles qui vont vous ramener, suivez-les. Au travers d'un chemin, dans la forêt, vous remarchez. Vous quittez ce lieu, doucement, pas après pas. Vous remerciez pour le voyage. Pas après pas. La forêt derrière vous disparaît. La forêt autour de vous disparaît. Et vous revenez à vous, votre corps. Vous pouvez progressivement bouger vos orteils, respirer un peu plus profondément. Bougez vos bras, reprendre un petit peu contact avec votre corps et vous finalement ouvrir les yeux. Bienvenue. Eh bien, intense, hein? Pardon, je bouge un peu. Je sais pas si c'est juste moi qui... moi, je suis bien partie là. Du coup, oui. Hier, on a été interrompu. Et du coup, aujourd'hui, je reprends. Et j'ai eu vraiment cet énorme besoin de faire cette petite plongée à l'intérieur. C'est un moment très particulier et c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je disais hier, pour être plus précise. C'est qu'on atteint vraiment un moment très singulier, qui est un moment dans lequel je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des moments comme ça où on perd un peu de lucidité. Et je pense que je traverse un de ces moments où juste la vie se fait et je n'ai aucun indice, aucun regard, rien qui me... En fait, je n'ai pas de lucidité sur ma vie, j'arrive pas... Je suis dans un de ces moments où je suis juste dedans, quoi. Et c'est un petit peu chiant, moi j'aime pas trop ce genre de moment-là. Mais pour la faire courte, cet été j'ai fait un véritable travail de dépassement de moi, de dépassement de mes peurs et aussi un énorme travail d'autonomisation.
j'essaye d'être le plus autonome possible. Parce que j'ai remarqué que dans ma vie, j'avais une démarche qui était celle de compter toujours beaucoup sur les autres et en particulier de compter toujours beaucoup sur mon partenaire. Et c'est quelque chose que j'essaye, dont je me suis rendu compte et que j'ai donc essayé de changer. Et bah, ça a commencé cet été. En réalité, ça fait des années que je suis dans un processus comme ça. Mais cette année, je l'ai poussé un peu plus loin. Et puis, parce que c'est comme tout dans la vie. Quand on s'aperçoit des choses, en fait, c'est un travail permanent, je pense, quand on est inscrit dans un schéma, quand on a une espèce de facilité de fonctionnement, s'enlever de cette façon de fonctionner, en fait, c'est pas juste un travail ponctuel, en fait, c'est un travail en permanence. C'est un peu quelque chose qui doit être fait en permanence. C'est une tendance, on va dire, qu'il faut surveiller. Et moi, ma tendance, c'est celle de très vite ne pas être très autonome, quoi, de toujours demander de l'aide. Voilà, moi, je suis quelqu'un de comme ça. Et c'est pas vraiment un problème si on demande de l'aide à plein de personnes, mais si on demande de l'aide toujours à la même personne, après ça devient un problème. Et du coup, c'était un peu le but de cet été, c'était de demander de l'aide à personne, d'être le plus autonome possible, euh, et surtout d'affronter des peurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était un été très victorieux, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé mon été, je suis très fière de moi, je suis très fière du parcours traversé. C'était un été très libérateur. Ouais, très libérateur. Et en même temps, la rentrée a été très difficile. Enfin, la rentrée, j'ai pas encore repris. J'ai pas encore eu ma rentrée. Techniquement, je suis encore un peu en vacances, mais la rentrée sur la ville où j'habite, quoi, ça a été dur. Enfin, ça a été très compliqué parce que je pense que j'ai une bonne descente, hein, une bonne descente, et puis parce que euh, on revient et on retrouve les problèmes là où on les a laissés. Et moi, en l'occurrence, j'ai récupéré une chambre où ça fait des mois que je range pas, des choses que je devais faire, où ça fait des mois que ça traîne. Et en fait, juste, je dois affronter cette chose à l'intérieur de moi qui, depuis quelque temps, je cache sous un tapis. Et là, c'est le moment de l'affronter, quoi. Et du coup, c'est un petit peu rude comme ça, mais parfois il y a des choses, on n'a juste pas le choix. On les laisse en stand-by, on les laisse en suspense. Et quand on retourne au bout d'un moment, il faut les régler. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce travail, cette rentrée à l'intérieur de nous, parce que justement, je pense que l'été, c'est un moment, ou en tout cas pour moi, c'est un moment où on s'extériorise beaucoup, où on est beaucoup à l'extérieur de nous, on est beaucoup concentré sur d'autres choses, et parfois on remet un petit peu en arrière-plan certaines choses, en fait, qui nous tracassent, des problèmes, en fait. C'est un peu les vacances, hein. On laisse tout en suspens et on règle après, quoi. Et c'est pour ça que c'est pour moi, en tout cas, là, c'est un moment de, ok, va voir tout ce que tu as laissé en chantier. Et je parle pas que des choses du quotidien idiotes. Je parle aussi de nos sentiments. Je suis désolée, je bouge beaucoup aujourd'hui, donc il y aura des bruits parasites. Je parle vraiment des émotions, des sentiments, des situations, des choses en nous, en fait, qu'on a laissées en suspens. Et c'est pour ça que j'avais vraiment la sensation, comme je le décrivais en début de podcast, d'avoir combusté, qu'il y a eu une énorme combustion en moi. Et que là, je me retrouve dans, dans les cendres, en fait, dans le champ de cendres de tout ce qui a combusté. Et après, attention, hein, c'est pas une image négative, parce que la réalité, c'est que le feu n'est pas si mal que ça, hein. Je regardais il y a quelques semaines un documentaire sur les feux et sur le fait qu'il y a beaucoup d'espèces, en fait, qui sont habituées au fait qu'il y ait des feux, parce que en fait le feu fait partie quand même des cycles de la nature. Alors je parle pas de partout, je dis pas que c'est bien ou pas,
Juste, je raconte ce que j'ai vu sur un documentaire, donc voilà. Mais en tout cas, dans certains lieux, dans certaines forêts en particulier, en fait, le feu fait partie du cycle. Et il y a des espèces qui ont besoin du feu pour se reproduire. Par exemple, je sais que c'est le cas de l'eucalyptus. Voilà, mais il y a plein de... En fait, le feu a été pris dans le cycle, en fait, de la vie. Et en fait, cette idée du feu qui fait partie du cycle, ça m'a touchée parce que ça m'a vraiment ramené à ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui. Ce truc de... Il y a quelque chose en moi qui s'est vraiment libéré pendant ce mois d'août. Quelque chose qui a effectivement combusté, quelque chose qui devait brûler, qui a brûlé. Une espèce de truc d'énergie, de grand cap qui devait être passé, qui a été franchi. Et là, j'arrive et c'est le phénix, en fait, qui doit renaître des cendres et qui doit reconstruire pour le prochain bûcher, quoi, pour le prochain moment de combustion, l'été prochain. Et donc, voilà, j'ai vraiment eu un peu cet effet cendrier, là, où j'étais, oh là là, c'est dur. Et, euh, et en plus, ça s'est achevé pour moi avec des règles extrêmement douloureuses. J'avais jamais eu des règles aussi douloureuses. Et je pense que je sais pas encore ce que c'est, hein, mais je trouve ça drôle parce que mon corps finalement a suivi mon état d'esprit. Ou est-ce que mon état d'esprit a suivi mon corps? Je pense que les deux sont liés. Mais en tout cas, voilà, je suis dans ce truc de phénix qui renaît un petit peu difficilement de ses cendres, qui est un peu en gueule de bois. Euh, Avec vraiment le sentiment aussi de tristesse qui accompagne, je repense à l'arcane 13 du tarot de Marseille, hein, l'arcane sans nom, et vraiment ce sentiment de tout a été rasé, et maintenant il faut digérer tout ça. Et maintenant, il faut penser à planter les semis, il faut penser à planter la prochaine plantation, quoi. Il faut aussi penser même à faire reposer la terre pour... bref, c'est le moment de reprendre, en fait, le travail et de le reprendre par les bouts qui nous plaisent pas, ceux qui sont à la racine. Parce que quand tout brûle, ce qui reste, ce sont les racines des problèmes. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que j'ai brûlé beaucoup de choses en surface qui devaient être brûlées en devenant plus autonome, etc., etc. Et que là arrive aussi le moment de s'attacher aux racines de ces problèmes et pour ça de plonger encore un peu plus à l'intérieur de moi. Donc, c'est pas un moment hyper facile, là, que je suis en train de vivre. C'est pas un moment très facile. Au niveau de, au niveau de la jauge joie, je suis pas au top niveau. Mais je me laisse quelques jours hein, pour me reprendre, pour comprendre et pour digérer et pour regagner en lucidité. Et à chaque fois que je parle de lucidité, je repense à un passage de Jodorowsky dans Psychomaria qui explique en fait que la vie est comme un rêve. Et il explique que la vie est comme un rêve dans le sens où quand on fait des rêves et qu'on fait des rêves lucides, quand on s'aperçoit qu'on est en train de rêver dans un rêve et que, entre guillemets, on se réveille dans le rêve, euh, il faut maintenir cet état de lucidité en essayant de prendre une distance par rapport au rêve. Et il donne un exemple qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, il explique que quand il a commencé à faire des rêves lucides, il était jeune. Et du coup, il aimait beaucoup
assouvir des fantasmes sexuels, on va dire ça comme ça. Et il expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait ça, qu'il rendait son rêve lucide, enfin qu'il se réveillait dans son rêve et qu'il essayait de créer son fantasme, en fait, il se retrouvait, en fait, il oubliait qu'il était lucide, en fait, il se laissait emporter par le rêve qu'il avait lui-même créé pourtant, et qu'il perdait sa lucidité, et que très souvent, ses rêves devenaient des cauchemars. Et en fait, il expliquait que justement, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'il fallait conserver cet état de lucidité en ne se laissant pas emporter dans le rêve. Et c'est une attitude qu'il faut avoir dans la vie aussi. C'est-à-dire que pour avoir un état de lucidité dans la vie, il ne faut pas se laisser entraîner par elle. Se laisser, je ne sais pas comment l'expliquer bien, mais ne pas se laisser entraîner, ne pas y croire trop d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je vois vraiment la vie comme une narrative dont on choisit à quel degré on y croit ou pas, à quel degré on lui accorde une certaine gravité ou pas, en fait. Euh, et c'est une mise à distance, en quelque sorte, de la vie. Et plus on arrive à la mettre à distance, plus on arrive à acquérir une certaine lucidité sur elle. Alors, c'est pas du tout un travail qui est facile à faire. Sinon, ce serait trop simple, mais c'est un travail qu'il faut s'efforcer à faire. Et là, force est de constater que je me suis un petit peu laissée entraîner et que j'ai perdu un peu ma lucidité. Ben, j'étais en haut de la montagne et là, je suis un petit peu tombée sur les fesses au bas de la montagne et j'arrive plus trop à voir ce qu'il y avait en haut. J'arrive plus trop à voir, donc bah, il me faudra progressivement gravir la montagne. Et ce qui a fait basculer mon état de lucidité, c'est une émotion très forte, c'est-à-dire l'émotion qu'il y avait au sein de mon couple. En ce moment, on traverse une phase un petit peu compliquée, un petit peu rude, euh, où bah, en fait, il y a juste beaucoup de choses à remettre en question, à remettre en place. Il est encore trop tôt pour moi de parler de tout ça, mais on est en train de traverser un moment émotif de notre relation, un moment où, bah oui, où il y a beaucoup d'émotions qui se jouent, où il y a beaucoup de, pas forcément des enjeux, mais je dirais vraiment qu'au niveau émotionnel, en ce moment, la relation est chargée à ce niveau-là. Et typiquement, bah, c'est ça qui m'a fait basculer en fait, et qui m'a fait perdre toute lucidité parce que je me suis laissée vraiment engloutir par l'émotion de la relation, ce qui est normal. Enfin, c'est pas normal d'être dans ce truc-là, mais encore une fois, c'est fou comment on peut être. C'est vraiment comme dans les rêves, on peut être dans un moment d'assez bonne lucidité et comment vraiment on perd progressivement. Vraiment, la lucidité, elle nous échappe entre les doigts et on s'en rend pas compte, on s'en rend compte après. Et je dirais que le fait que je traverse ce moment d'émotion dans mon couple, c'est ce qui m'a fait vraiment perdre le pied de la lucidité. Mais ça avait commencé un petit peu avant quand même. J'avais quand même un petit peu commencé à la perdre euh, dans mon bénévolat au festival. Je commençais déjà un petit peu à la perdre parce que justement, on se laisse emporter. On se laisse emporter par ce qu'on est en train de vivre, hein. Et c'est normal. Et c'est normal, mais il faut pas se laisser engloutir. Euh, En tout cas, moi, je le vis mal quand je me laisse vraiment trop engloutir par la vie. Je peux mal le vivre souvent parce que très vite, je me sens prisonnière. Très vite, je me sens enfermée. Et ça, c'est vraiment une des choses qui traverse ma vie, hein, c'est un peu un topic, comment dire, un topus de ma vie. C'est ce truc de la sensation d'emprisonnement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup. La peur aussi de l'emprisonnement, la peur de l'ennui, la peur de l'emprisonnement, de l'ennui, la peur de l'enfermement dans une situation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal
à me projeter dans le futur, à me projeter dans un métier. Je suis étudiante, je travaille pas encore. En tout cas, j'ai pas encore un métier, quoi. Et c'est pas par hasard, parce que je commence quand même à être à un âge où beaucoup de gens ont déjà un métier. Et moi, j'ai vraiment un problème par rapport à ça, mais parce que j'ai un problème par rapport au fait de me dire que je vais être enfermée dans un métier toute ma vie. Ou une partie de ma vie, en fait, j'ai vraiment cette horreur, cette peur, en fait, d'être enfermée dans une situation. Et je pense parce que profondément, bah, ça vient forcément de quelque part, cette peur, hein, ça vient pas de nulle part. Je pense que ça vient de quelque part. Je pense un petit peu savoir d'où ça vient. Mais oui, cette peur d'être enfermée et surtout cette peur de l'ennui, cette peur de faire tous les jours les mêmes choses. Je sais que très souvent, moi, je regarde la vie des gens et je me dis, mais comment ils font pour faire toujours la même chose? Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais sur Instagram et moi, je suis une potière sur Instagram que j'adore beaucoup. Elle est trop bien. Je vais voir si je vous mets ou pas son peut-être que je vous mettrai son Instagram sous le truc là, la description du podcast, je verrai. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, hein, je la suis et je me dis, mais c'est fou parce qu'elle, en fait, c'est depuis qu'elle a. Enfin, depuis qu'elle est sortie de l'école, je sais pas, depuis sa vingtaine, voire même peut-être plus jeune, en fait, elle est potière, quoi. Tous les jours, elle fait ça. Son quotidien, c'est ça. Ça fait des années que c'est ça. Et puis, elle a son enfant. Et elle rentre à la maison, elle a son enfant. Et sa vie, c'est ça. C'est la poterie, son gosse et son mari. Enfin, et moi, et ça se voit qu'elle est très heureuse. Enfin, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est heureux. Après, bon, Instagram peut-être ment, je sais pas, elle est une personne. Mais bon, ça m'a pas l'air d'être une personne qui va mal dans la vie. Et, euh, et moi, je me dis vraiment, mais. Oh là là, mais comment je pourrais pas, quoi. Tous les jours, pendant des années et des années, faire la même chose, voir les mêmes lieux. Je ne pourrais pas, quoi. Et j'ai vraiment cette espèce de peur, voilà, de la routine, du truc qui se répète. Ouais, même du fait que ton identité soit figée, tu vois, moi, c'est me dire, ok, je suis potière. Genre, ok, c'est mon rôle dans l'humanité. Enfin, c'est ce truc de. J'ai rien contre les potiers et les potières, hein, désolé. On dirait trop, mais en fait, ça aurait pu être n'importe quoi. Je suis banquier ou. En fait, le simple fait de savoir, en fait, que j'ai une identité et qu'elle va rester et qu'elle va rester pour toute ma vie ou pour une grande partie de ma vie et que ah je me sens emprisonnée par cette identité, par me dire voilà, tu fais quoi, et on dirait que quand on demande à quelqu'un tu fais quoi, en réalité on dirait qu'on lui demande tu es qui. Je suis la potière. Ah, c'est quelque chose qui me cringe à mort. Et je pense que c'est normal parce que je pense que c'est aussi peut-être sociétal, ce truc de en fait ce que tu fais devient un peu qui tu es. Il y a une confusion entre ce que tu produis et qui tu es. Tu es ce que tu produis. Et ta valeur est déterminée par ce que tu produis, en fait, par la quantité et la valeur de ce que tu produis. Enfin, je pense, hein, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et j'avoue que bon, tout ça, ça me provoque beaucoup de blocages et de difficultés ouais, à avancer, quoi. Et, euh, et du coup, j'essaye de trouver une vie dans laquelle je peux au maximum éviter de me sentir emprisonnée, éviter de me sentir complètement définie. Et c'est fou à quel point je suis quelqu'un qui essaye toujours et contre tout de fuir la définition. J'ai vraiment cette image du fait de vouloir être un être d'expansion, quelque chose qui s'expand, qui s'étend en fait, et pas quelque chose qui se définit. Parce que j'ai la sensation que la définition, c'est comme une espèce de contour de qui tu es. Et comment dire, comment expliquer ça? C'est comme si tu avais un papier, et la ciseau, c'est en fait, elle vient couper le papier pour lui donner une forme.
Et la forme qu'elle découpe, cette découpe-là, en fait, c'est les limites de qui tu es. C'est ta définition. Et moi, ce truc d'être défini, d'avoir des limites, d'avoir un contour euh, et de savoir dire ce que je suis, ce que je suis pas, Ah, ça me fait sentir mal. Moi, j'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de définition. Et même, j'arrive au point de me dire, par exemple, si on me dit t'es timide, bah oui et non. T'es forte, oui et non. Est-ce que t'es jalouse, oui et non. En fait, tous les adjectifs qu'on peut mettre sur moi, vraiment de m'efforcer à ne pas répondre oui ou non, à dire oui et non. Parce que pour éviter justement de croire que que je suis pas un être en évolution et que je ne peux pas expérimenter toutes les facettes, tous les adjectifs. C'est-à-dire, oui, je peux être une timide, et oui, je peux être une extravertie en même temps, et non, je ne suis pas définie. Je suis pas, je suis en définition, même pas, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, j'essaye au maximum d'éviter de me définir, et c'est difficile. Il y a des points dans lesquels j'ai beaucoup de mal à ne pas me définir, par exemple ma nationalité. J'ai remarqué que depuis que j'habite en France, je me définis beaucoup comme une Portugaise. Alors, et en plus c'est drôle parce que en réalité je suis aussi italienne, donc il y a vraiment ce truc bizarre parce que j'ai choisi l'identité portugaise alors que j'en ai d'autres. Et c'est drôle parce que en fait je sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé vraiment à me définir comme une Portugaise ou comme une étrangère parce que moi, ma situation, elle est tellement particulière par rapport aux nationalités. C'est-à-dire que, en fait, moi, pour tout vous dire, j'ai 3 nationalités. Moi, je suis portugaise, française et italienne. Et j'ai grandi vraiment dans ces 3 cultures-là. J'ai grandi au Portugal, ma mère était italienne. Et j'ai été au lycée français parce que mon père est franco-portugais. Du coup, en fait, moi, j'allais à l'école française, hein. J'ai eu la même école que tous les Français. Sauf que j'ai étudié plus de langues, je pense. Mais j'ai vécu au Portugal, donc bah, je parlais portugais au quotidien, de la même façon que je parlais français au quotidien. De toute façon, l'école française à l'étranger, elle est toujours bilingue. Elle est toujours française et la langue du pays où elle est. Donc moi, c'était le portugais, donc on avait beaucoup d'heures de portugais aussi à l'école. C'est pour ça qu'en fait, on avait les lycées français à l'étranger ont des horaires un peu plus chargés. C'est parce qu'en fait, on a des heures de plus bah, de la langue locale, quoi. Après, bah, quand je rentrais à la maison, moi, je parlais italien et je mangeais italien. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas vraiment cuisiner les plats traditionnels portugais parce que moi, en fait, chez moi, ça parlait et ça cuisinait italien. Donc, j'ai vraiment cette espèce de mélange de culture en permanence en moi. D'autant plus que je parle les langues depuis que les 3 langues là depuis que je suis bah, un bébé, quoi. Et, euh, et donc, mon identité, elle n'est pas fixée par rapport à ces cultures. C'est-à-dire que, en fait, quand moi je dis en France, je suis portugaise, je ne le pense pas vraiment. Parce que je ne suis pas vraiment portugaise. Mais je ne suis pas vraiment française. Et je ne suis pas vraiment une italienne. Moi, je suis une italienne, portugaise, française. En fait, je suis ce que j'ai dit tout à l'heure. Fille d'une italienne, grandie au Portugal, qui était au lycée français. Et que voilà quoi, c'est ça mon identité. Et c'est pas autre chose. Et, euh, et c'est particulier parce que je me suis rendu compte à quel point, en me présentant en tant que portugaise et parfois en faisant un peu, je me rends compte que je joue le rôle. Je le fais un peu exprès, je joue le rôle de la portugaise. Par exemple, je dis toujours oui, au Portugal on fait pas comme ci, au Portugal on fait pas comme ça. Parce que je pense que fondamentalement, au fond de moi, j'ai remarqué que ça devait m'être favorable en fait de me présenter comme étrangère en France pour plein de raisons. D'abord parce que j'aime bien être différente des autres et parce que fondamentalement je suis différente des autres. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas vraiment une Française grandie en France, etc. Je suis un petit peu particulière. Mais me présenter juste en tant que Portugaise, c'est pas non plus complètement vrai. Et c'est très drôle de voir au fur et à mesure comment les gens, en fait, ils me considèrent comme la Portugaise et de voir les caractéristiques qu'ils me donnent à cause de ça. Alors qu'en fait, moi, je suis plutôt un mélange.
Et tout ça pour dire que du coup, cet été, j'avais cette réflexion-là par rapport à mon autodéfinition, quels sont les points où je me définis trop, où en fait je me laisse pas des libertés et où j'adopte des identités alors que en fait il faut comprendre que les identités c'est vraiment comme des masques, c'est vraiment comme des vêtements qu'on met sur nous, mais ce ne sont pas nous. Et c'est très important de ne pas confondre les masques qu'on porte de qui on est. Et parfois laisser tomber un masque, c'est vraiment très libérateur. Et je me suis rendu compte de ce truc-là. Et du coup, maintenant, quand on me dit « Ah, t'as un accent, tu viens d'où ?» Moi, j'arrête de dire d'où je viens. Et maintenant, je dis « Écoute, je suis polyglotte. Je parle 4-5 langues. » Et du coup, c'est pour ça, j'ai un accent bizarre parce qu'en fait, je parle beaucoup de langues. Et comme ça, j'évite de me définir, c'est-à-dire de dire je suis portugaise ou je suis italienne. Et puis même, vous imaginez à chaque fois, en fait, je suis portugaise, en fait, je suis, ma mère est italienne, mon père est franco-portugais, j'ai grandi au Portugal, mais j'étais au lycée français et à la maison on parlait italien. Vous imaginez à chaque fois, et à chaque fois on me demande mon accent, parce qu'en France, c'est un truc qu'on fait beaucoup. C'est un truc qu'on ne fait pas du tout au Portugal ou même en Italie, en général, on ne te demande pas l'accent. Mais ici, ça se fait beaucoup. Et du coup, vous imaginez à chaque fois, du coup, j'ai arrêté de le faire. Et maintenant, je dis juste, écoute, je suis polyglotte, je parle beaucoup de langues. Et en général, les gens essayent beaucoup de... Parfois, les gens, ils s'en tiennent à ça et ils comprennent pas. Parce que c'est normal, je comprends, les gens, ils s'attendent à ce que tu leur dises d'où tu viens. Sauf que moi, maintenant, je refuse de dire d'où je viens. Parce qu'en fait, ça ne leur... En réalité, ils pourraient pas comprendre qui je suis juste en sachant d'où je viens. Parce que oui, théoriquement, je viens du Portugal parce que j'ai grandi là-bas. Mais en fait, je ne suis pas la représentation d'une Portugaise parce que j'étais dans un lycée privé qui était le lycée français. En fait, j'ai le bac. Ça se trouve même, j'ai une meilleure note au bac que la plupart des gens qui me demandent d'où je viens, quoi. Et parce que je suis une fille d'une Italienne. Qui m'a passé toute sa culture italienne, parce que je parlais avec ma maman en italien, parce qu'on mangeait italien, parce que mes grands-parents étaient italiens, enfin plein de choses en fait. Donc en fait, ça ne leur sert à rien, ça ne leur apporte rien sur moi de savoir d'où je viens, parce que d'où je viens, ce n'est pas qui je suis. Et ça, c'est mon cas en particulier. Et en réalité, je pense que c'est une vérité. Je pense qu'en général, d'où tu viens ne fait pas toujours complètement qui tu es. Même si peut-être il y a une part de vérité parfois, mais bon, je ne suis pas la meilleure pour parler de ça. Mais en tout cas, maintenant, je dis que je suis polyglotte et que c'est pour ça que j'ai un accent. Et ce qui est vrai, parce que la vérité de mon accent, j'ai pas un accent parce que je viens du Portugal, j'ai un accent parce que je suis polyglotte. Ça, c'est la réalité des choses. Et en plus, je pense que mon accent, il est peut-être plus italien qu'autre chose. Et puis, ce qui est vrai, c'est que mon accent, il varie aussi. Il va varier selon mon humeur, selon mes émotions, selon plein de choses. En fait, mon accent, il varie. Et parce que mon accent, et je m'en suis rendu compte, c'est aussi un petit peu partie d'un personnage parfois. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans certaines situations, je vais prononcer mon accent. Donc ça, c'est quelque chose que je commence aussi à creuser. Et je suis vraiment dans une démarche, je pense que vous l'aurez compris, de libération. C'est ça, en fait, le moteur comment dire, le moteur, le combustible du moteur, l'essence. C'est ça, en fait, le truc, la motivation profonde de tout ça, c'est... En fait, je suis quelqu'un qui est profondément en recherche de libération, de sa libération, de liberté et ouais, d'affranchissement. Euh, et en fait, c'est ça le mot d'ordre de tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant mon été et que j'ai réussi en partie parce que j'ai affronté des peurs, parce que bon, il y a un côté un petit peu libérateur d'en prendre sa voiture et dormir dans la nature. Après, bon, c'est tellement à la mode que je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Euh, et bon, la voiture, c'est une liberté, mais c'est aussi une autre prison, hein, parce que il faut quand même se la payer. Mais bon, c'est un moyen pour se sentir libéré, etc.
Et je ne suis pas un exemple de libération ultime, sinon je pense que j'aurais une vie un petit peu différente de celle que j'ai. N'empêche que c'est le chemin. On va dire que j'ai la direction de ma voile, elle est vers là. Donc j'essaye de tendre vers ça le plus possible. Et c'est un travail que je fais tout au long d'été. Et quand je suis retournée, j'étais bien parce que j'avais fait tout ce travail et je suis revenue, vraiment, je me sentais très bien, très forte, très en forme. J'étais aussi très fatiguée. Et là, bien sûr, je reviens, mais je récupère toutes les choses que j'avais pas emmenées avec moi dans la voiture, en voyage et dans mon chemin de la libération. C'est-à-dire, j'avais pas emmené avec moi ma relation avec mon mec, j'avais pas emmené avec moi ma maison, j'avais pas amené avec moi plein de choses. Il y a plein de choses que j'avais laissées en arrière et qui n'avaient pas pu évoluer avec moi parce que je les ai pas emmenées avec moi et parce que je les ai aussi un petit peu oubliées. Et du coup, là, ouais, c'est comme la sensation initiale que j'ai eue, c'est en fait, j'ai juste enlevé mes chaînes pour partir de la maison et dès que je suis revenue, je me suis réenchaînée. C'était un petit peu la sensation que j'ai eue. Et bon, c'est pas complètement vrai, mais c'était la sensation que j'ai eue. Ce truc de, en fait, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu pars en vacances ton mois d'été et tu fais genre que t'as une méga révélation, tout ça pour revenir dans la vie de merde que t'as. Et il y a une partie qui est vraie et une partie qui est très fausse dans mon cas en particulier. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose que je dois continuer à faire. Un travail que je dois continuer à faire, mais qui n'est pas un travail de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut résoudre beaucoup de choses en agissant dans le monde, c'est-à-dire en ayant des actions concrètes. Il y a beaucoup de choses et vraiment ça a un impact énorme dans la vie et c'est quelque chose qui manquait dans ma vie parce que j'étais quelqu'un qui passait ma vie à réfléchir et pas à agir et c'est vraiment une de mes grandes problématiques. Et là, cet été, j'ai agi et j'ai peu réfléchi, mais je me rends compte qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux et que on peut beaucoup agir sur le monde extérieur. Au bout d'un moment, il faut regarder à l'intérieur de nous, il faut oser plonger et ouvrir cette porte au fond de nous et aller voir ce qui s'y passe. Et dans mon cas, ce qui s'y passait, c'est vraiment un... Ouais, il y a une digestion de tout ça qui est à faire. Et il y a une façon très concrète de se dire comment je vais appliquer tous ces apprentissages à ma vie et comment je vais faire maintenant euh, pour labourer mon champ dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais partie et là, je reprends mon tracteur qui est un peu coincé dans le champ et il faut que je le remette en marche. Et je me dis, ok, maintenant que j'ai appris tout ce que j'ai appris en allant voir le monde, comment est-ce que je fais en sorte de labourer mon jardin, mon terrain, de façon à ce qu'il pousse comme j'ai envie qu'il pousse. Comment je fais et comment je le décoince aussi, par ailleurs. Déjà, décoinçons le tracteur. Vous aimez mes métaphores parce que elles sont un peu nulles. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu ma rentrée à moi. Je voulais vous faire un grand truc sur la liberté. J'ai un petit peu abordé le sujet aujourd'hui, même si c'est pas... je ne l'ai pas complètement abordé, mais une partie du sujet est abordée là. C'était un épisode un peu sans queue ni tête, hein, mais c'est un micro ouvert et j'ai été interrompue et on parle un peu comme ça. Hein. C'est des choses qui sortent de nous et comme je le disais au début, en fait, je sais qu'un discours individuel parle toujours à un groupe de personnes. Je sais que vous pouvez vous voir en moi comme moi je peux me voir en vous. Et même si aujourd'hui vous ne vous reconnaissez pas dans mes paroles,
peut-être un autre jour. Mais voilà, vient aussi l'acceptation de l'endroit où l'on est. Parce que, par exemple, moi là, je suis dans un endroit, et si je devais donner une image de l'endroit où je suis, en ce moment, je suis vraiment dans une forêt qui a brûlé, et je suis dans une forêt de cendres, avec cette espèce d'odeur de cendre, et comme si j'avais un cendrier dans la bouche. C'est là où je suis en ce moment. Et bien sûr, j'aimerais vous dire que je suis baignée dans une cascade ou dans un endroit paradisiaque en haut d'une montagne, accompagnée d'un aigle et d'un unicorne prêt à m'emmener avec eux en envol. Bon, c'est pas là où je suis en ce moment, et c'est aussi l'acceptation de là où l'on est. En fait, d'accepter là où on est et de vraiment voir la vie comme une espèce de voyage. Vraiment, c'est comme si on avait un sac à dos et on voyage, et d'accepter qu'il y a des moments où on sera en train de dormir avec des vues magnifiques, et il y a des moments où en fait juste tu danses sur une aire d'autoroute, ou que tu traverses un feu de forêt, et que c'est vraiment le voir comme un bout de notre âme qui voyage dans des paysages différents. En ce moment, moi, je suis en train de traverser une forêt qui a brûlé, avec une sensation un petit peu bizarre de fin d'été et de début d'année. Je sens que pour moi, que l'hiver commence déjà, l'automne commence déjà pour moi. Vous savez, je ne parle pas en temps de température, je parle en temps de saison intérieure, vous savez, les saisons de notre âme. Et je sens que moi, mon âme, elle est déjà en train de rentrer en automne. L'automne commence déjà. Et d'accepter en fait que, par exemple, moi, mon été, il a commencé plus tôt et se finit maintenant, donc un peu plus tôt aussi, du coup. Et d'accepter, en fait, d'accepter les cycles qui sont en nous, d'accepter là où on est, d'accepter, pas de se résigner à là où on est, mais d'accepter que c'est ce qu'on est en train de traverser, et plutôt que de s'apitoyer sur, sur là où on en est, parce qu'on aurait tous préféré être ailleurs, euh, d'accepter que c'est ce qu'il faut traverser maintenant, et ok, comment je fais pour le traverser, comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour me motiver, comment je fais pour... Voilà, donc moi par exemple je décide de voir la cendre aussi comme le lieu des phénix, où naissent les phénix. Je dis ok, il y a quelque chose qui a combusté en moi, je ne sais pas encore exactement quoi, mais il y a quelque chose, et elle va renaître. Il y a quelque chose qui va renaître de moi. Donc comment je fais pour traverser cette forêt, ou pour aller apprécier dans cette forêt les lieux de naissance de quelque chose, de renaissance de certaines plantes, de certaines espèces, etc. Et comment je vais voir évoluer cette forêt, ou comment je vais sortir de cette forêt pour aller vers d'autres paysages. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé en début de podcast d'aller plonger à l'intérieur de nous pour aller faire un tour, parce que je pense que c'était aussi un appel à aller voir qu'est-ce qui n'allait pas à l'intérieur, ou qu'est-ce qui allait, ou juste le message qu'il y avait à recevoir. Parfois, il n'y a pas toujours des choses qui ne vont pas, il y a aussi des choses qui vont et qui doivent nous parler aussi. Donc voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'ici, d'être arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Je suis très très contente de savoir que vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est la fin de cet épisode, et je vous laisse sur ce chant que vous avez pu écouter tout au long de l'épisode. C'est un chant qui a été fait le jour même de l'épisode. C'est un chant qui décrit l'émotion que je pouvais traverser à ce moment-là, qui est une émotion aigre-douce, une émotion un petit peu, multiple, et une émotion parfois aussi un petit peu désagréable à traverser. Je trouve que ce chant a quelque chose de beau et en même temps quelque chose de désagréable, et je pense que ça traduit très bien ce que je traversais à ce moment-là. Je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve au prochain épisode de La Voix de Saïra.